Merci beaucoup et merci aux organisatrices pour m'avoir invité à venir parler ici. Alors ma communication, je pense, sera un petit peu dans la continuité de ce qui vient d'être dit dans les deux communications précédentes, puisque je vais essayer de parler à la fois du point de vue du genre, du point de vue de ce qu'en pense l'auteur, ce qu'il considère de ce qu'est le genre, et du point de vue de la réception et des malentendus aussi que ça peut créer chez le public et ensuite chez la critique. Donc je voudrais commencer cette communication en parlant et en soulignant un paradoxe qui est représenté, me semble-t-il, par le romancier qu'est Robert Louis Stevenson, puisque Stevenson, c'est dans la mémoire collective, pour tout le monde, j'imagine, en premier, un des représentants de la division qui s'effectue dans le genre romanesque au XIXe siècle, puisqu'il incarne le roman d'aventure, L'île au trésor, c'est le prototype du roman d'aventure, ainsi qu'à un degré moindre, une certaine forme de roman historique, par des romans comme Le Maître de Ballantrae ou La Flèche Noire ou d'autres. Le contexte historique, culturel de l'époque l'explique largement. Stevenson écrit à une époque où la théorie littéraire anglo-saxonne, dans la lignée de Walter Scott, dont on a parlé tout à l'heure, s'organise plus que jamais autour de la séparation novel et romance. Répartition qui est comprise de manière différente d'ailleurs selon les écrivains, mais qui s'inscrit clairement dans le cadre d'une division polémique de la production romanesque. Et un peu malgré lui, même si il y a aussi contribué, Stevenson s'est retrouvé, on peut dire, presque embrigadé dans les théories du New Romance de l'époque, menées par Andrew Lang, qui était quelqu'un qui avait beaucoup lu Stevenson et qui l'admirait, avec qui il a beaucoup échangé. Mouvement qui s'opposait systématiquement au roman naturaliste, notamment, et qui mettait en valeur des sous-genres du roman, dont le roman d'aventure et le porte-étendard, et tout ça était avec des arrière-pensées politiques et culturelles. Et Stevenson a lui-même contribué à cet aspect polémique, à rentrer dans cette division en sous-genre, puisque Stevenson a très souvent pris à partie Zola dans ses articles, de manière parfois un petit peu sévère d'ailleurs. Sur la fin de sa vie, il est un peu revenu de cette attitude. Mais son attitude était beaucoup plus ambiguë que celle défendue par Andrew Lang, entre autres. Et c'est ce que je vais essayer de montrer en partie dans cette communication. Quoi qu'il en soit, cette opposition-là classe irrémédiablement Stevenson d'un des côtés de l'axe qui traverse le continent romanesque à l'époque, du côté du romance, ce qui veut dire aussi du côté, en partie, de la littérature populaire, opposée donc, sous-entendu, à la littérature sérieuse, et du côté de la littérature anti-réaliste. Du côté d'un roman, donc, qui assume et revendique son inscription dans des sous-genres codifiés, dans des sous-genres identifiés par le public. D'un autre côté, et c'est là le deuxième point du paradoxe, Stevenson, dès son tout premier essai de théorisation narrative, donc il est tout jeune, en 1874, il a 24 ans, il écrit un premier essai de théorisation qui s'appelle Victor Hugo's Romances, et il se met sous l'égide de Victor Hugo, et il défend une littérature qui veut dépasser les genres. Il prend parti pour une littérature du roman total, un dépassement définitif des genres, et il retrouve ici la vision téléologique des romantiques de Iéna, notamment, avec une ambition qu'il suivra toute sa vie, au fil de ses essais, de sa production romanesque. Dépasser les genres, aller vers le roman total. Et c'est donc là, vous l'aurez compris, le paradoxe que je voudrais interroger. Comment comprendre cette sorte de schizophrénie apparente entre un souci permanent du genre, une manière de s'inscrire dans les sous-genres, et une ambition en même temps de le réaffirmer, de les dépasser? Il me semble que dire que Stevenson est injustement relégué dans le domaine de la littérature populaire, qu'il est en fait un auteur sérieux, un auteur ambitieux, c'est un peu insuffisant comme argument, de dire non, en fait, on s'est trompé, c'est un auteur sérieux, pas un auteur populaire, parce que sa défense des sous-genres est vraiment sincère, et il pensait vraiment s'adresser à un public populaire aussi. Et en fait, il me semble qu'il y a là une vraie théorie des genres romanesques, une théorie qui reproblématise les frontières que j'ai citées à l'instant, et qui peut nous permettre de comprendre, avec le recul théorique qui est le nôtre, l'importance qu'il a pu avoir pour la pratique générique d'auteurs qui l'ont par la suite admiré et pris pour modèle, puisque, comme vient de le dire Mathieu Le Tourneux, beaucoup d'auteurs l'ont pris pour modèle, Borges, Bioy Casares, Calvino, Nabokov et bien d'autres encore. Alors je voudrais commencer, continuer cette interrogation de ce paradoxe, par une première partie qui est une partie où je voudrais rappeler très rapidement la manière dont Stevenson comprend ce qu'est un genre romanesque et la manière dont sa pratique romanesque doit nécessairement se situer dans le cadre de conventions très claires et de pactes avec le lecteur.
Au fondement de cette conception se trouve l'idée que la littérature doit proposer une forme précise, une forme cadrée, une forme conventionnelle, une forme qui diffère du chaos de la vie, justement parce qu'elle a une organisation, un modèle, une structure, qui permet d'avoir un récit qui est ordonné. Qu'elle doit être en somme, et il le redira à plusieurs reprises, un objet artificiel. C'est la grande idée de Stevenson, la littérature comme objet artificiel, et en cela il s'oppose très clairement au modèle naturaliste zoolien, de la tranche de vie, et du fait qu'on prend le récit à un moment au hasard, et qu'on le finit aussi un peu au hasard. Donc le genre, au sens le plus strict du terme, c'est ce qui permet au mieux cette mise en forme. C'est le sujet d'un débat très célèbre dans l'histoire littéraire anglo-saxonne qui oppose Stevenson à Henry James en 1884 dans un essai célèbre de Stevenson qui s'appelle « Une humble remontrance », la remontrance étant à Henry James, remontrance très amicale. Stevenson et James vont devenir de très grands amis, même le meilleur ami de Stevenson. Et Stevenson reproche dans cet essai-là à James de dire que le roman doit imiter la vie. C'était la position de James. Stevenson lui dit non, le roman ne peut pas imiter la vie, ne doit pas imiter la vie. Et il s'en explique en disant, sans aucune ambiguïté, que le roman ne doit pas imiter la vie parce qu'il doit s'organiser en sous-genres qui offrent une géométrisation du réel. Là aussi, c'est un mot qu'il y a souvent chez lui, géométrisation du réel par le genre. Alors, c'est les textes que vous avez sur l'exemplier qu'on vous a distribué, c'est le premier texte. J'ai mis le texte à la fois en anglais et en français, je vais le lire en français, ça ira plus vite, ça m'évitera aussi de me ridiculiser avec mon accent. Donc le premier extrait, la vie de l'homme n'est pas le sujet des romans, mais le réservoir inépuisable d'où sont sélectionnés les sujets. Leurs noms sont légion, et pour chaque nouveau sujet, ici encore toute l'étendue du ciel me sépare de Monsieur James, le véritable artiste changera sa méthode et son angle d'attaque. Ce qui dans un livre était une qualité deviendra dans un autre un défaut. Ce qui faisait la réussite d'un récit paraîtra dans le suivant inadéquat et ennuyeux. Chaque roman, chaque genre de roman existe en soi et pour soi. Donc vous voyez qu'ici Stevenson défend l'idée d'un rapport naturel entre le sujet du récit et la forme que prend ce récit. En d'autres termes, il estime qu'on ne peut raconter certains types de récits qu'en utilisant une forme précise, un genre précis, et que cette forme, et c'est ça qui est important, détermine l'effet qui est produit sur le lecteur. Donc quand il parle de méthode ou d'angle d'attaque, ce n'est qu'une autre manière de définir ces sous-genres, ces class of novels, comme il le dit dans le texte original. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas ici pour Stevenson seulement d'un jeu sur une tradition littéraire. Ce n'est pas juste de la reproduction d'une traduction, une manière de reprendre des structures génériques déjà existantes. Dans son esprit, ces structures ont un sens parce qu'elles sont les garantes, encore une fois c'est la question de l'effet, de la portée qu'aura le récit sur le lecteur. Et elles supposent donc de s'adapter à l'esprit du temps, pour s'assurer de cette portée. Toujours dans le même essai, Stevenson, et c'est le deuxième texte, développe sa thèse de l'adaptation entre forme et récit à travers 3 exemples. Donc le deuxième extrait. Je prendrai comme exemple 3 genres principaux que l'on peut aisément distinguer. D'abord le roman d'aventure, qui fait appel à certaines tendances en l'homme, presque sensuelles et parfaitement illogiques. Deuxièmement, le roman de caractère, qui fait appel à notre intelligence des petites faiblesses humaines, de leurs mobiles divers et changeants. Et troisièmement, le roman dramatique, qui traite de la même manière que le théâtre sérieux et fait appel à nos émotions et à notre jugement moral. Stevenson explique dans la suite de l'essai plus précisément les caractéristiques de chaque genre. Il dit dans le roman d'aventure, par exemple, l'objectif est de rester au plus près possible des rêves d'un enfant, en jouant sur le danger, sur la succession des événements, sur les personnages prototypiques. Ça lui permet de se moquer gentiment aussi de Henry James, qui disait « mais c'est absurde de parler de rêve d'un enfant ». James disait « mais d'après M. Stevenson, l'enfant rêve de chercher un trésor, de trouver un trésor. Moi, j'ai jamais rêvé de ça. » Et Stevenson lui répond « ah bah oui, dans ce cas-là, M. James n'a jamais été un enfant. Parce que tout enfant rêve de ça. » Bon, ça fait partie d'un jeu entre eux, et c'est pas du tout méchant, ça fait partie du jeu. James joue le sérieux, Stevenson joue celui qui aime rester enfant. Donc ça c'est pour le roman d'aventure. Le roman de caractère, à l'opposé, selon Stevenson, peut être statique, pas d'événement, puisqu'il s'intéresse avant tout à la psychologie des personnages, à leurs émotions, comme le fait Henry James. Stevenson prend comme exemple Henry James comme l'exemple même du roman de caractère. Et puis le roman dramatique est construit autour de la puissance des passions, à l'image du théâtre, quitte à mettre de côté, dit-il, la finesse de l'analyse psychologique.
Cette tripartition n'est pas du tout exclusive, il le dit, il pourrait y en avoir d'autres. L'intérêt, c'est qu'elle repose sur la traduction d'un certain type d'attitude face à la vie. Bien exprimé dans la citation originale, donc dans la citation anglaise, par le verbe to appeal, l'idée, c'est que chaque genre s'adapte à une attitude face à la vie et exclut les autres. Donc c'est une manière de concevoir le genre par l'exclusion, par la sélection. C'est ce que Stevenson entend par sa fameuse affirmation, qui est restée très célèbre, selon laquelle l'art ne peut pas rivaliser avec la vie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas traduire dans le même temps différentes appréhensions de la vie. Il doit au contraire développer chacune d'elles dans des formes qui leur sont adaptées. On voit donc, je passe un peu rapidement sur cette définition générique, mais on voit donc que chez lui, la définition du genre ne prend pas forcément la forme d'une définition historique, d'une réflexion historique sur la généalogie des formes littéraires, mais plutôt comme une façon de créer une sorte de nomenclature des rapports au monde, en postulant un lien logique et réciproque entre cette attitude et la structure qui en émane. D'où une production romanesque, la sienne, qui va jouer sur la variété des sous-genres, le roman d'aventure et ses déclinaisons, roman de pirate comme L'île au trésor, roman maritime, roman d'initiation comme Enlevé par exemple, le roman historique, le récit fantastique, etc. La conclusion donnée par Stevenson dans Une humble remontrance est très claire. C'est la troisième citation. Il finit son essai en donnant des conseils au jeune écrivain, lui-même à l'époque n'a que 33 ans, mais bon, malgré tout. Que le jeune écrivain ne perde pas de vue le véritable fond du problème. Son roman n'est pas une transcription de la vie, qui sera jugée sur son exactitude, mais une simplification de certains aspects de la vie, qui n'a d'autre critère de qualité que sa simplicité significative. Simplicité significative, expression que j'ai donc choisie pour donner le titre à cette communication, et qui, me semble-t-il, résume parfaitement cette conception du genre, basée sur l'effet, sur la sélection. Ça m'amène à ma deuxième partie ici, qui est aussi le deuxième pan du paradoxe que j'ai développé en introduction, l'idée que, en même temps, à côté de cette conception du genre, il y a l'idée du dépassement permanent de ces genres et de ces sous-genres. L'approche que je viens de faire ne laisse aucun doute sur l'importance que Stevenson donne à la classification générique. Le danger, à mon sens, c'est d'en rester là et de considérer que, du coup, sa production romanesque se situe exclusivement dans ce cadre-là, qu'il la ferait échapper au domaine de la paralittérature par la qualité de son style, par sa capacité à jouer sur les conventions, mais que, fondamentalement, il n'y échapperait jamais. Pour bien comprendre les réserves que l'on peut opposer à une telle lecture, qui est pourtant très largement partagée, je voudrais partir d'un exemple qui est l'épilogue d'un des derniers romans écrits par Stevenson, qui s'appelle Le trafiquant d'épaves, enfin c'est la traduction française, roman paru en 1891, Stevenson est mort très jeune, en 1994, à 44 ans, donc c'est un de ses derniers romans, coécrit avec son fils adoptif Lloyd Osborne. Roman assez curieux, pas forcément le plus connu, loin de là, mélange de romans policiers et de romans d'aventure, dont Borges disait que c'était peut-être son roman préféré de Stevenson. Roman qui est centré autour de la quête d'une épave. On reste aussi dans le cadre de l'aventure maritime, une épave mystérieuse qui est censée avoir une valeur inestimable, mais on ne comprend pas pendant tout le roman pourquoi, donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose du policier aussi là-dedans. Donc ce mystère se développe, ce récit policier se développe, et dans l'épilogue, une fois que tout cela est résolu, Stevenson, comme il le fait souvent, intervient soudain dans le récit pour expliquer l'origine du récit. Et il le fait sous la forme d'une lettre à un ami qui s'appelle Willow, enfin peu importe, une lettre dans laquelle il explique avoir rencontré le personnage principal du roman, donc on est sous la forme très classique du faux témoignage. Il dit « J'ai rencontré Dodd, le personnage principal du roman, je me suis engagé à écrire son histoire ». Et à ce moment-là, il digresse sur la méthode qu'il a employée pour écrire ce roman. Et il me semble que ce qu'il dit là est très intéressant, et c'est la 4e citation de l'exemplier. Depuis longtemps, dit-il, nous étions à la fois attirés et repoussés, donc le « nous » s'explique par le fait qu'il l'a écrit avec l'aide de son fils adoptif, nous étions à la fois attirés et repoussés par cette forme très moderne qu'est le roman policier, ou roman à mystère, qui consiste à commencer l'histoire à n'importe quel endroit, sauf au commencement, et à la finir à n'importe quel endroit, sauf à la fin. Nous étions attirés par l'intérêt tout particulier que cela présente lorsque l'œuvre est achevée, et les difficultés particulières qui accompagnent son élaboration. Nous étions repoussés par cette insincérité apparente et ce ton superficiel qui semble en être l'inévitable inconvénient, car l'esprit du lecteur, qui s'applique continuellement à repérer des indices, n'a pas une impression de réalité ou de vie, mais plutôt celle d'un mécanisme étouffant et compliqué. Et le livre reste envoûtant, mais dépourvu de signification, comme une partie d'échecs, mais non comme une œuvre d'art produite par un être humain.
Apparemment, la cause de ce phénomène était peut-être en partie la brusquerie du début. Mais si l'on approchait progressivement du récit, si certains personnages étaient présentés d'avance, en quelque sorte, et si le livre commençait sur le ton d'un roman décrivant les mœurs, évoquant des expériences personnelles mais traité succinctement, ce défaut pourrait être un peu corrigé, et notre mystère pourrait sembler inhérent à la vie. On pourrait être surpris par ce texte-là, par cette définition quand même assez négative du roman policier, ce qui semble être contradictoire avec tout ce que je vous ai dit avant sur la manière dont il s'inscrit dans les sous-genres et dont il considère que la littérature ne peut marcher que comme ça. Ici, le roman policier est dit comme étant un mécanisme étouffant et compliqué, dépourvu de signification, ce qui va complètement à l'encontre de l'idée de la simplicité significative. En fait, il y a là une logique de la pensée de Stevenson, ce qui fait que ce curieux épilogue que j'utilise comme exemple ne peut se comprendre que par un petit détour théorique, et je reviens juste après à l'épilogue pour mieux le comprendre, permettant de comprendre ce paradoxe apparent. Stevenson, en effet, dans plusieurs essais, oppose écriture narrative et écriture dramatique. L'écriture narrative, c'est celle qui est centrée sur les événements, l'écriture dramatique sur les personnages. Ce qui, déjà, en soi, est un paradoxe de la manière de concevoir le dramatique. Sa préférence, vous vous en doutez, va à la première, exactement dans la lignée de ce que privilégie le romance, les événements, l'aventure. Or, et c'est là la complexité de la pensée de Stevenson, parfois un peu trop vite oubliée, c'est que l'écriture narrative n'est jamais considérée chez lui comme devant être la seule employée par l'écrivain. La thèse de Stevenson repose en fait sur une synthèse. Comme le montre très clairement la lecture d'un autre essai célèbre, à bâton rompu sur le roman, où Stevenson, après avoir chanté les louanges du romance, qui est fondé sur l'événement, affirme le besoin de synthèse, c'est-à-dire le sous-genre ne suffit pas, le genre ne suffit pas. C'est la cinquième et dernière citation de l'exemplier. Dans les plus hautes réalisations de l'art des mots, l'élément dramatique et les notations picturales, l'intérêt moral et romanesque s'élève et retombe de concert, selon une loi organique commune. La situation est mue par les passions s'enveloppent dans la situation, aucune n'existe pour elle-même, chacune est indissolublement liée à l'autre. C'est cela, le grand art. Et non seulement le plus grand art possible avec des mots, mais le plus grand de tous, puisqu'il associe la plus grande masse et la plus grande diversité des éléments de vérité et de plaisir. Ainsi sont les épopées et les rares récits en prose qui possèdent cette dimension épique. On voit réapparaître dans ce texte-là l'opposition entre écriture narrative et écriture dramatique, écriture narrative qui est glosée par les notations picturales, la situation, le plaisir, l'écriture dramatique qui au contraire est glosée par intérêt moral, élément dramatique, élément de vérité. Et Stevenson ici ne définit plus les deux pôles pour les dissocier, mais pour mettre en valeur la nécessité de leur mélange indissociable pour créer une grande œuvre. Et c'est ça son objectif pendant toute sa carrière, créer une grande œuvre qui sera une œuvre épique. Il y a le mot à la fin de la citation. Et donc, en contrepoint de la majorité de la littérature moderne, dans laquelle il regrette le manque d'événements, Stevenson cite plusieurs œuvres qui, elles, sont des œuvres qui appartiennent au romance, qui vont vers l'événement, qui vont vers le sous-genre très défini, mais qui, dit-il, ne sont pas des grandes œuvres parce qu'elles manquent de dramatique, elles manquent de morale, et c'est intéressant de voir qu'il cite pour cela Walter Scott et Alexandre Dumas. Il dit Walter Scott et Alexandre Dumas sont des grands écrivains du narratif, mais ce ne sont pas des grands écrivains tout court, parce qu'il manque l'intérêt dramatique chez eux. Autrement dit, l'ambition de Stevenson, c'est bien de créer une trame événementielle, répondant au désir inconscient du lecteur, une trame événementielle qui repose sur le sous-genre, mais aussi d'habiter cette trame par des personnages qui font naître une réflexion morale qui a un caractère de vérité. Et donc, quand il dit morale, il veut dire une profondeur universelle dans la complexité des sentiments qu'elle propose. Ce n'est pas moral au sens moralisateur du terme, c'est moral au sens de la profondeur de la vérité. Du coup, je reviens à mon épilogue du trafiquant d'épaves, épilogue qui suit exactement cette logique. Lorsque Stevenson reproche au roman policier le fait que ce soit un mécanisme étouffant, à l'insincérité apparente, au ton superficiel, qui est insignifiant, il ne fait que reprendre les remarques qu'il fait dans À bâton rompu sur le roman, sur les récits purement événementiels, sauf que là il est un peu plus sévère. Le roman policier ne ressemble pas, comme il le dit, à une œuvre d'art produite par un être humain, parce qu'il lui manque cette dimension dramatique, parce qu'il reste dans le sous-genre et il ne travaille pas en profondeur, il reste en surface.
l'événementiel seul, le sous-genre seul, s'éloigne de la vie. Elle donne une forme auquel, on peut dire, aucun contenu ne correspond. A l'inverse, on l'aura compris, du dramatique qui lui donne un contenu sans forme. Donc aucun des deux ne fonctionne, il faut la synthèse. Par conséquent, la solution qui est adoptée par Stevenson dans Le trafiquant d'épaves, ce sera à intégrer au roman policier une sorte de très long prologue qui est beaucoup plus proche du roman d'apprentissage pour présenter les personnages. Prologue qui ressemble presque à du Balzac, dans le roman d'apprentissage, des personnages qui sont presque des Rastignac, pour chercher à pallier les déficiences dramatiques de la forme initiale, pour lui donner une plus grande épaisseur. Les personnages ont désormais un passé, une personnalité, une vérité, pour reprendre le terme de Stevenson, et donc le roman peut échapper à cette apparence de froideur intellectuelle que peut avoir le sous-genre, qu'il aurait eu s'il était resté enfermé dans ce genre initial. Donc dans cet épilogue-là, on a un manifeste pour le dépassement générique en profondeur. Dépassement générique en profondeur, tout en restant en surface dans le cadre du sous-genre annoncé. Ce qui m'amène à mon troisième point dans cette communication. Troisième point dans lequel je voudrais essayer de replacer en tout cas cette conception de la question générique dans une filiation historique et théorique plus large. Puisque contrairement à ce qu'on pourrait croire, Stevenson n'est pas, ou n'est pas seulement peut-être, faudrait-il dire, l'héritier de Scott ou de Dumas, le point d'aboutissement de la revalorisation du romance, le refondateur du roman d'aventure. Son objectif, ce n'est pas seulement, et c'est même peut-être pas du tout de s'inscrire dans une telle filiation générique, mais bien de la dépasser en utilisant les formes créées par Dumas et Scott dans un autre but. Conserver les structures, leur donner un contenu qui, lui, penche plutôt du côté de ces autres modèles. Et ces autres modèles, de manière surprenante, c'est Montaigne, c'est Marc Aurèle, c'est Shakespeare, c'est des auteurs, des écrivains qui sont des moralistes au sens le plus profond du terme. Que Stevenson d'ailleurs cite dans l'épilogue du trafiquant d'épaves, Dickens comme modèle, le mystère d'Edwin Drood notamment comme modèle, est une assez bonne indication de cette ambition d'être un peu entre les deux, de déborder les frontières du romanesque. Donc, ambition qui a comme originalité première de lier deux pratiques littéraires a priori opposées, l'ambition moderne du dépassement des genres et l'utilisation des formes populaires du récit, qui, elles, sont marquées au contraire par des identités génériques très très stables. Opposition soulignée à plusieurs reprises dans la critique, par Jean-Marie Schaeffer notamment, et qui rappelle que Stevenson en fait, n'a pas le même point de départ que d'autres, qu'on tend à classer plus volontiers dans les catégories modernistes ou postmodernistes par exemple. Son objectif, c'est bien d'utiliser la stabilité générique à son profit, et non de l'évacuer par des phénomènes d'hybridation ou de parodie. En fait, du coup, sa stratégie peut paraître contradictoire, puisqu'il considère à la fois le genre comme une convention qui met en jeu un palette de lecture précis, qui fournit une structure préconstruite, et en même temps, il emprunte au modèle essentialiste, postulant l'évolution des genres sur un paradigme biologique, comme il le fait dans son essai sur Victor Hugo. Et comme les romantiques d'Iéna, comme Hegel, comme Hugo, Stevenson utilise une réflexion à trois termes. Le narratif, le dramatique, qu'il faut synthétiser par un mouvement dialectique pour arriver à l'épique, le troisième terme supérieur. Néanmoins, contrairement à une grande partie de ces théories qui sont nées de l'idéalisme allemand, entre autres, il ne fait pas reposer sa réflexion sur un dépassement des formes anciennes, un dépassement dans le temps. Il ne voit pas le futur comme le dépassement du passé. Il a une conception assez ambiguë par rapport aux théories de l'évolution, par rapport au progrès. Puisque si l'épique est bien conçu chez lui comme un dépassement, comme une synthèse du dramatique et du romanesque, c'est bien parce qu'il considère qu'à l'époque moderne, les deux pôles ont tendance à se séparer, alors que dans le passé, elles étaient ensemble. Et donc il va falloir les réunir à nouveau. Et en fait, il reprend de ce fait l'idée de l'unité épique de l'Antiquité, mais ne dit pas que ça disparaît pour autant. Le but de la littérature, ça doit être de revenir à l'unité du narratif, du dramatique, non pas par le procédé de réécriture de l'histoire, mais par son adaptation au temps présent. Et c'est ça qui est central. À l'image de ce qu'étaient capables de faire les auteurs de l'Antiquité, en choisissant notamment la tragédie, puisque c'est un de ces modèles, l'écrivain moderne doit choisir des genres dont l'impact soit le plus universel possible, qui parlent à une communauté. Et c'est pour ça qu'il va choisir, non pas de passer par le roman total où les genres disparaissent, mais de revenir à la théorie générique, et à la théorie générique très close, les formes romanesques dont on a parlé dans la première partie.
En étant persuadé que cette structure objective peut encore exister dans le monde moderne, Stevenson essaye de faire basculer l'épique dans le présent, non sans difficulté d'ailleurs, parce que la structure même sur laquelle il fonde ses espoirs, c'est celle de la littérature de genre, qui semble aller à l'inverse de cet objectif d'ambition, de sérieux. Ce détour par les théories de l'épique, ce détour très rapide sur lequel il faudrait insister plus, mais bon, le temps manque, permet donc de voir sous un autre jour l'apparente contradiction des pratiques génériques que j'ai notées au début de cette communication. Il me semble qu'il faut la comprendre comme l'alliance de deux attitudes complémentaires envers ce qu'on appelle le genre, peut-être abusivement d'ailleurs. On trouve d'abord chez lui une vision essentialiste du phénomène littéraire censé rencontrer les aspirations du public à une époque donnée, et de ce fait atteindre un caractère universel, c'est ce qu'il appelle l'épique. Ce phénomène advient par l'unité générique, capable d'exprimer l'universel, et c'est ici qu'apparaît la deuxième attitude. Plutôt que d'inscrire cette vision essentialiste dans une téléologie historique déterminée, il l'adapte à la réalité historique et géographique, et cette adaptation passe par la question qui ne cesse de se poser: quelle est la meilleure forme pour parler à tout le monde, pour être épique, c'est-à-dire pour être universel? Et bien la meilleure forme, c'est celle qui va s'adapter au nouveau public de la fin du XIXe, c'est-à-dire les récits de genre. Et le lectorat, le pacte de lectorat le plus large possible. De sorte que la contestation des hiérarchies génériques et leur usage très large, qui va de la parodie à la relecture sérieuse, n'est pas à lire comme l'opposition d'une modernité romantique, postmoderne, ce qu'on veut, à un passé générique clos, qu'il s'agirait de dépasser. Elle est plutôt l'affirmation de la relativité des certitudes génériques, et donc de leur pouvoir. Car assumer l'identité générique comme il le fait, assumer de décrire du roman d'aventure, c'est refuser l'idée d'une littérature qui soit en dépassement constant de soi-même, dans le progrès permanent. C'est s'inscrire dans le flux continu de l'universel, en acceptant son mouvement, ses modifications à travers le temps, et, dit-il, le fait est que fin 19e, en Angleterre, en Écosse et ailleurs, c'est par la littérature de genre qu'on peut le mieux y arriver. Donc, l'expression simplicité significative que j'ai choisie pour donner son titre à cette communication peut, me semble-t-il, se lire autrement. La simplicité, c'est le cadre générique, le cadre des sous-genres, qui donne forme au récit. La signification, elle vient de cette capacité à inscrire dans ce cadre une profondeur, son propre dépassement, le propre dépassement du genre, qui ne relève plus du genre, mais de la littérature universelle. Et j'en arrive à ma conclusion, pour dire que donc cette présentation a tenté, un peu rapidement, mais de résumer le plus efficacement possible, j'espère y être arrivé, l'ambition de Stevenson, de la resituer dans un contexte générique plus général. Que cette ambition a été une réussite, c'est une autre question, à laquelle il est difficile de répondre sans rentrer dans un jugement subjectif, qui participe du fait, est-ce qu'on considère que Stevenson est un grand écrivain, est-ce qu'on considère que son ambition est plus grande que sa production, ça, c'est à chacun de voir aussi. Mais il est assez clair, en tout cas j'en ai l'impression, que la postérité a eu tendance à ne garder du projet stevensonien que la partie la plus visible, et pour cause, celle de la défense des sous-genres populaires, et que sa réputation s'est en grande partie bâtie là-dessus. En cela, Stevenson est sans doute victime du succès de L'Île au trésor, qui n'est pas le roman le plus évident, il faut bien le dire, pour illustrer ses théories, et d'un contexte historique polémique, ce contexte historique polémique dont j'ai parlé au début. Une lutte qui est aussi celle qui oppose les tenants du naturalisme à leurs opposants. Donc l'histoire de la réception de l'œuvre de Stevenson, et je finirai là-dessus, illustre bien, me semble-t-il, l'influence immense de la question générique sur l'interprétation d'une production romanesque, sur l'interprétation qu'on en fait, la manière dont on le reçoit, et sur les malentendus que cela peut créer aussi. Certains auteurs, néanmoins, sont allés au-delà de ces malentendus, et pas des moindres, et du coup je conclurai sur les réflexions qui étaient celles du début, le fait que, par exemple, Borges, dans sa grande entreprise de bouleversement des hiérarchies génériques, se soit grandement inspiré de Stevenson, qui était l'un de ses modèles principaux, et sans doute le signe le plus clair de l'importance du projet stevensonien, si ce n'est de son œuvre. Voilà, je vous remercie.